Il arrive parfois que les secrets les plus sombres germent dans les jardins les mieux entretenus. Une soupe, un peignoir, une montre arrêtée. Et soudain, un crime se dévoile. Entre thé noir et potager en deuil. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi en commentaire. Entrons dans le mystère. Le brouillard s'était installé sur Sainte. Mildred comme un voile de dentelle grise, suspendu entre les haies, accroché aux gouttières et stagnant au ras des plates-bandes fanées. Le village semblait retenu dans une sorte de silence feutré, celui des jours d'octobre où le froid commence à ronger les doigts et où le thé matinal devient un rituel sacré. Miss Marple, emmitouflée dans un châle couleur lilas pâle, était assise dans sa véranda vitrée. Ses doigts, malgré leur âge, travaillaient avec une régularité paisible sur un ouvrage de laine bleu marine destiné au petit George Harper, dont les genoux dépassaient trop souvent de son short. Elle levait les yeux par moments pour observer la rue. Mrs. Lyle passa la première. Robe de chambre à carreaux et bottines d'intérieur, une boîte de lait sous le bras. Elle jeta un coup d'œil furtif à la maison de Mrs. Elspeth Crane, en remontant le col de son manteau. Monsieur Tonks, le jardinier, suivit peu après, prenant une brouette contenant une immense citrouille orange, qu'il regardait comme un général son trophée. Miss Marple sourit pour elle-même. Le concours de la plus belle citrouille, prévu pour samedi, excitait autant de passion que les élections municipales. Et comme dans toute compétition, les vanités se frottaient aux souvenirs, les rancunes aux ambitions. Elle se rappelait une certaine histoire de Chou, 20 ans plus tôt, qui avait divisé 3 familles pendant presque une décennie. Elle tira une boucle de fil, ajusta une maille, puis se pencha pour saisir sa tasse de thé. Un craquement attira soudain son attention. Ce n'était rien. Une branche mouillée, peut-être. Mais elle fronça légèrement les sourcils, songeuse. Le brouillard, après tout, avait parfois l'art de cacher plus que de simples citrouilles. La salle paroissiale bourdonnait comme une ruche paresseuse. Il y avait là des dames aux chapeaux de feutre fleuris, des tabliers empesés, des odeurs de cannelle, de cire et de confiture. Madame Bantry, installée devant la table où trônaient déjà 2 potirons massifs, prenait le thé avec son éternelle énergie, papillonnant d'un propos à l'autre. « Je ne dis pas que la taille fait tout, mais enfin, il y a des limites », déclara-t-elle en désignant d'un regard appuyé la courge de Monsieur Tonks. Celui-ci, installé plus loin, lissa nerveusement sa moustache et répondit d'un grognement indistinct. Il était connu pour sa sensibilité horticole, et tout le monde savait qu'il n'avait pas encore digéré sa défaite de l'année précédente, face à Elspeth Crane. Justement, venait d'entrer, traînant derrière elle un panier en osier dans lequel reposait une citrouille d'un orange vif presque irréel. Elle salua poliment, mais sans chaleur. Le silence s'épaissit légèrement, comme lorsqu'un personnage important entre sur scène. Miss Marple, dans un coin, observait. Il y avait entre ces 3-là quelque chose de latent. Un fil tendu à peine perceptible, l'écho d'un vieux désaccord peut-être, une querelle enterrée sous le paillage des années. La vieille dame en était convaincue. Les querelles de village, même les plus ridicules, ne s'effaçaient jamais tout à fait. Elle fermentait comme le cidre, prête à remonter en surface au premier remous. Il paraît que certaines graines ont été échangées, souffla soudain Mrs. Featherstone à son oreille, les yeux brillants de gourmandise. Miss Marple ne répondit pas. Elle se contenta de tremper un biscuit au gingembre dans sa tasse, tout en se disant qu'à Sainte Mildred, une simple soupe de potiron pouvait parfois contenir beaucoup plus qu'elle n'en avait l'air. L'après-midi, le brouillard s'était légèrement levé, mais l'humidité restait présente dans l'air. Miss Marple, fidèle à son habitude, avait décidé de faire le tour du village, son panier de course au bras et sa cape de laine boutonnée jusqu'au menton. Elle saluait chaque passant d'un hochement de tête discret, écoutant, humant presque l'atmosphère. Elle passa d'abord devant la boutique de laine, où Madame Weatherby arrangeait les pelotes selon des dégradés improbables. Puis, elle longea la maison des Crane, sobre bâtisse de briques rouges, flanquée d'un jardin qui, cette année, avait pris un air de négligence. Cela ne ressemblait guère à Elspeth. Ce fut en contournant la haie du fond qu'un détail attira son œil. La serre, d'ordinaire fermée à double tour, était entr'ouverte. À travers les vitres embuées, elle distingua des pots renversés, une pelle encore couverte de terre humide,
et un sachet de graines mal refermé. Elle hésita. Ce n'était pas dans ses habitudes de s'introduire ainsi sur une propriété privée, même légèrement. Mais un miaulement inattendu la tira de ses pensées. Le chat noir d'Elspeth, Nestor, jaillit de sous une brouette et s'enfuit vers la haie. « Voyons, » murmura-t-elle, « pourquoi cette porte resterait-elle ouverte ?» Elle fit quelques pas en arrière. Sur le seuil de la serre, une empreinte de botte dans la terre battue, partiellement effacée, semblait bien trop grande pour appartenir à Monsieur et Madame Crane. Et la terre n'avait été retournée que très récemment. Elle reprit sa marche, l'esprit empli de petits indices flottants. Quelque chose n'allait pas. Et dans un village comme Saint, Mildred, quand une serre s'ouvre sans raison, c'est souvent qu'une graine de trouble a déjà germé. Le soir même, dans la cuisine des Bantry, l'atmosphère était inhabituelle. Mrs. Bantry, encore vêtue de son manteau de marché, ouvrait et refermait les placards avec agitation. « Tu l'as déplacée, Harold ? Ma citrouille, celle que j'avais mise à côté de la pompe, derrière le paravent en bois. » Sir Harold, absorbé dans son journal, leva un sourcil. « Quelle citrouille ! J'ai vu 3 légumes ronds, gros et oranges. Ils se ressemblent tous. J'en ai juste roulé un pour qu'il n'encombre pas le passage. Tu n'y connais rien, Harold. La mienne avait une tache claire en forme de haricot. Celle qu'il y a là n'a rien du tout. » Elle croisa les bras, les joues rouges. Dans un coin, le chien des Bantry regardait la scène, sa queue battant lentement le carrelage. Après plusieurs allées et venues dans le jardin, la certitude s'imposa. La citrouille de Mrs. Bantry avait été remplacée par une autre, similaire, certes, mais pas la sienne. Et ce n'était pas un simple malentendu. Elle se tourna vers son mari. « Quelqu'un est venu ici, Harold. Quelqu'un qui voulait la mienne. Et je compte bien découvrir pourquoi. » Dans la pénombre du potager, une forme ronde et abandonnée reposait derrière la remise. Mais ce n'était pas celle qu'elle avait cultivée depuis juillet. Le lendemain matin, Miss Marple s'était levée plus tôt que de coutume. Tandis que l'eau chauffait sur la gazinière, elle réfléchissait aux petits événements des dernières 24 heures. Ce n'était pas tant la citrouille disparue qui l'intriguait. Les confusions de légumes n'étaient pas rares en période de concours. Mais bien les regards échangés, les silences pesants et surtout, la serre ouverte. Elle repensait à Elspeth, à son visage fermé, à ses réponses brèves. Il y avait chez elle une tension nouvelle que Miss Marple n'avait encore jamais perçue. Et cette empreinte de botte, trop large, trop marquée, cela n'était pas le fait d'une vieille dame. Elle prit une gorgée de thé, puis jeta un coup d'œil à l'horloge. 9h20. Madame Bantry ne tarderait pas à passer. Elle ne manquait jamais une occasion de faire part de ses observations. Et Miss Marple, comme toujours, écouterait en silence, mais retiendrait les détails. Une intuition grandissait en elle. Quelque chose d'intentionnel, de prémédité, se jouait en sourdine derrière les préparatifs. N'était peut-être que la surface brillante d'un problème bien plus profond. Une petite phrase lui revint alors, entendue des années plus tôt. Ce qu'on sème avec rancune, on récolte toujours avec retard. Elle reposa sa tasse. Il était temps de voir ce que les autres s'apprêtaient à récolter. La salle paroissiale de Sainte. Mildred avait été transformée, pour l'occasion, en un lieu de festivités rustiques. Les tables, recouvertes de nappes brodées et de bouquets de dahlias fanés, accueillaient pâtés, tartes, marmelades et, bien sûr, les fameuses soupes de saison. Une odeur de cannelle flottait dans l'air, mêlée à celle plus terreuse du potiron. Miss Marple, installée à l'écart près d'une fenêtre, observait les convives. Elle remarqua la manière dont Mrs. Lyle replaçait nerveusement son serre-tête, comment M. Tonks portait un regard jaloux sur la marmite de Mrs. Bantry, et surtout, l'arrivée un peu en retard d'Elspeth Crane, accompagnée de son neveu Peter, tiré à 4 épingles mais visiblement agacé. Les plats circulaient dans une chorégraphie rodée. On échangeait des compliments polis, des sourires retenus et quelques messes basses. Madame Featherstone parlait d'une conserve mal fermée qui avait fait tourner un chutney. D'autres chuchotaient à propos d'un désaccord récent sur les parcelles du jardin partagé. Miss Marple, tout en sirotant une tasse de thé légèrement tiède, repérait les détails que d'autres auraient ignorés.
le geste hésitant de Mrs. Lyle vers la marmite, l'air soucieux de Peter, et le fait qu'Elspeth n'avait pas touché au pain, mais avait vidé son bol. Elle ne savait pas encore pourquoi ces éléments s'inscrivaient si nettement dans sa mémoire. Mais au fond d'elle-même, quelque chose lui murmurait qu'une vérité amère se mêlait à cette douce journée d'automne. Lorsque le moment vint de servir la soupe à la saucitrouille, tous les regards convergèrent vers la grande marmite placée au centre de la table. La vapeur s'en échappait en volutes dorées, et un parfum réconfortant envahit la pièce. « Ça sent la muscade », dit Mrs. Bantry en inspirant bruyamment. « Et peut-être un soupçon de gingembre ?»« Un goût un peu boisé », ajouta M. Tonks avec une grimace incertaine. La première louche ne se trouvait plus sur la table. Madame Lyle, qui s'occupait du service, parut surprise de sa disparition. Après quelques secondes de flottement, elle alla chercher une autre louche dans la cuisine de la salle paroissiale. Miss Marple nota le léger tremblement dans ses mains lorsqu'elle revint. Elle s'était essuyé les doigts avec un torchon, puis avait repris le service comme si de rien n'était. Les convives burent leur soupe avec enthousiasme, bien que plusieurs signalèrent un goût inhabituel. « Peut-être les graines du potiron », dit Elspeth en fronçant les sourcils. « Celui que j'ai utilisé cette année avait une chair, plus sèche que d'habitude. »« Ou peut-être que c'est le fond de la marmite », ajouta Mrs. Bantry en riant. Miss Marple, elle, n'avait pas fini sa portion. Elle avait une étrange sensation en bouche. Quelque chose d'un peu trop amer, presque minéral. Elle reposa sa cuillère discrètement et observa le fond de son bol. Une pellicule légèrement trouble s'était formée. Ce n'était peut-être rien. Ou peut-être que tout commençait là, dans ce goût que personne ne voulait nommer. Le repas s'achevait dans la bonne humeur, ponctué de discussions sur les gelées à venir et les succès du concours de citrouilles. Les plus jeunes couraient déjà dans la cour de l'église, pendant que les plus âgés restaient à leur place, savourant une dernière bouchée de crumble. Elspeth, elle, restait silencieuse. Son teint pâlissait progressivement, et ses gestes devenaient lents, presque hésitants. Elle porta sa main à sa tempe, puis au creux de son estomac. « Je ne me sens pas très bien », murmura-t-elle à son neveu. Peter Crane se pencha vers elle, visiblement agacé. « Ce n'est rien, tante, vous avez simplement trop mangé. Ou bu », ajouta-t-il d'un ton qui n'avait rien de tendre. Mais Miss Marple, qui n'était qu'à 2 tables de là, avait remarqué l'expression sur le visage d'Elspeth. Ce n'était pas une simple fatigue. Il y avait une forme de stupeur dans son regard, un vertige qui semblait venir de l'intérieur. « Il vaudrait mieux la raccompagner », dit-elle doucement à Peter, qui hocha la tête sans répondre. Ils quittèrent la salle peu après, Elspeth s'appuyant lourdement sur le bras de son neveu. Plusieurs convives échangèrent des regards. Certains haussèrent les épaules, d'autres murmurèrent quelque chose à propos de son âge. Mais Miss Marple, elle, sentait monter en elle une inquiétude sourde. Pas de celle qui s'exprime, non, mais de celle que l'on ressent dans la poitrine, comme un fil qui se tend dans le silence. Et ce fil, elle savait qu'il ne se romprait pas si facilement. Le matin suivant, une rumeur s'éleva tôt dans les ruelles de Sainte. Mildred, portée par les voix pressées des premières conversations. Elspeth Crane avait été retrouvée morte dans son lit. Un arrêt cardiaque, dirent certains. Elle avait son âge, après tout. Une indigestion, glissa Mrs. Weatherby, toujours prompte à des diagnostics hâtifs. Mais Miss Marple, installée à sa table avec son thé brûlant, ne disait rien. Le sucre fondait lentement dans la tasse, et la pluie fine s'écrasait en perles sur les vitres. Elle se souvenait du bol à la pellicule étrange, du regard vide d'Elspeth, de la louche remplacée, et de l'étrange amertume dans la soupe. Ce n'était pas seulement la mort qui troublait le village, mais le silence qui l'entourait. Car ceux qui, la veille, parlaient fort, riaient et accusaient à demi-mot, semblaient désormais s'être tus. Une phrase de Peter, entendue par hasard en sortant de l'église, revint à Miss Marple. Elle s'est toujours crue au-dessus des autres. Elle prit une longue gorgée de thé, le regard fixé sur le jardin noyé de brume. L'indigestion n'était peut-être qu'un nom commode donné à ce que personne ne voulait voir. Et elle, justement, regardait.
Miss Marple passait les heures suivantes dans une tranquillité apparente, cousant un ourlet à la lumière pâle de la véranda. Mais ses pensées n'étaient pas tournées vers l'aiguille. Le goût du potage revenait à sa mémoire avec une précision troublante. Cette note de fond âcre, dissonante, comme un fruit devenu amer. Elle revoyait Mrs. Lille, la main hésitante, les yeux qui fuyaient, et surtout, ce moment où elle avait remplacé la louche sans chercher à en comprendre la disparition. Un geste rapide, presque trop naturel. Miss Marple fronça les sourcils. Elle n'accusait personne. Pas encore. Mais une chose lui semblait certaine. Ce n'était pas la soupe qui avait causé la mort d'Elspeth. C'était ce que quelqu'un avait mis dans la soupe, avec précaution, avec intention, et avec le sourire tranquille d'une maîtresse de maison. Et parfois, songea-t-elle, le poison a simplement le goût de ce qu'on ne dit pas. Le jeudi, le marché de Sainte. Mildred était moins une affaire de provision qu'un rendez-vous social délicieusement codé. Les étals étaient modestes. Pommes tachées, bocaux de miel, pain à peine levé. Mais les échanges, ces échanges, ils valaient tous les journaux du comté. Miss Marple, panier au bras, s'arrêtait devant les pommes Cox, choisies une à une selon leur degré de maturité. Elle écoutait sans en avoir l'air. Juste derrière elle, Madame Lyle échangeait des banalités avec Monsieur Tonks, le jardinier. « Il faudra songer à replanter les betteraves », dit-elle d'un ton dégagé. « Avec les graines qu'il reste, grommela Tonks. À croire qu'elles s'envolent, ces graines-là. » Le ton était piquant. Madame Lyle esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Peut-être qu'un rouge-gorge s'est mis au jardinage, cher ami. Miss Marple remercia le marchand de thé et poursuivit son chemin lentement. Les remarques n'étaient pas faites pour elle, mais elles résonnaient comme un petit théâtre où chaque réplique dissimulait une coulisse tendue. À la sortie de l'église, elle croisa Madame Weatherby, qui l'arrêta pour une remarque futile sur une recette de pudding. Mais ce fut une phrase jetée à la volée qui éveilla plus nettement son intérêt. « Madame Bantry est furieuse, vous savez. On l'a privée de ses meilleures graines. Et tout ça la semaine d'un concours. » Miss Marple hocha la tête, fit mine de ne pas comprendre, et reprit son chemin. Mais déjà, les graines de la suspicion germaient dans son esprit. Et cette terre, elle le sentait, allait être fertile en révélations. C'est dans le jardin arrière de la maison des Bantry que Miss Marple retrouva son amie, occupée à trier des sachets dans une boîte en fer blanc ornée de pivoine fanée. « Je te jure, Jane, je n'en reviens toujours pas. Ces graines étaient de la variété française, rouge vif des tempes, et je les avais reçues en main propre du frère de Lady Vickers. Introuvables ici. Et tu es certaine qu'elles ont été volées? Pas tombées du ciel en tout cas, fit Mrs. Bantry en claquant le couvercle. Je les avais rangées avec mes graines de capucine, dans ce tiroir-là, juste avant le concours, et pouf, disparu. Miss Marple pencha légèrement la tête. Tu ne les aurais pas données à quelqu'un, sans t'en souvenir? Non. Et je sais ce que tu vas dire, que je suis distraite. Mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, j'ai retrouvé le tiroir entrouvert un matin. Harold pense que c'est le chat. Moi, je pense que ce sont les gens. Elle pointa son doigt vers la haie. Des gens qui passent pour voisins et qui n'hésitent pas à fouiller quand ils veulent gagner un ruban. Miss Marple savait que Mrs. Bantry pouvait être excessive, mais elle savait aussi que cette dernière gardait ses graines comme d'autres leurs bijoux. Et lorsqu'une femme de cette trempe commence à parler de trahison horticole, ce n'est jamais entièrement imaginaire. Le lendemain, Miss Marple croisa Peter Crane à la bibliothèque municipale. Il consultait un registre des propriétés foncières, sans prêter attention au fait que personne à Sainte-Mildred n'avait déplacé un titre depuis 1948. « Vous cherchez quelque chose de particulier, Peter ?» demanda-t-elle gentiment. Il sursauta, referma le livre d'un geste vif. « Non, non, juste de la curiosité. Un projet d'investissement peut-être. Il faut bien penser à l'avenir. » Il eut un sourire tendu. Miss Marple hocha la tête, mais garda le silence. Il la remercia poliment, s'apprêta à partir, puis se ravisa. Vous savez, tante Elspeth n'était pas aussi rigide qu'on le croit. Elle avait ses secrets, elle aussi. Son testament, par exemple. Miss Marple leva un sourcil. Ah bon? Elle l'a modifié 2 semaines avant sa mort.
Elle ne me l'a pas dit directement, bien sûr, mais j'ai entendu un appel téléphonique. Elle parlait d'un changement de disposition et d'un nom que je ne connaissais pas. Il regarda autour de lui, puis se pencha légèrement. « À votre avis, c'est légal de faire un leg à quelqu'un, disons, moralement douteux ?» Miss Marple répondit par une pirouette vague, mais elle sentait dans cette insistance une blessure d'orgueil. L'héritage n'était peut-être pas ce qu'il croyait. Et s'il avait craint de tout perdre, alors, peut-être qu'un autre avait su lui souffler comment ne rien laisser au hasard. Le salon de thé de Mrs. Featherstone dégageait une odeur de pain d'épices et de naphtaline. Les tasses s'entrechoquaient doucement. Les assiettes de porcelaine laissaient voir leurs motifs fleuris sous les miettes de scones. On y parlait bas, mais on y disait tout. Miss Marple sirotait un thé Earl Grey lorsqu'elle capta une conversation animée entre Mrs. Lyle et la jeune Nora Simmons, nouvelle venue dans le village. « Le comité a favorisé Elspeth, c'est évident », disait Mrs. Lyle en tapotant nerveusement la table. Elle avait 3 carrés supplémentaires dans le jardin. 3. Mais ce n'était pas une décision formelle, répliqua Nora avec prudence. C'était une extension provisoire. Ah, tout à fait provisoire, jusqu'à ce qu'elle gagne 2 fois de suite le concours. Miss Marple nota la crispation des doigts sur la cuillère, le petit rire sec qui suivit. Et puis, vous savez, continua Mrs. Lyle, certaines femmes ont des manières de séduire les hommes du comité, même à leur âge. La remarque tomba comme une goutte de thé froid dans une tasse oubliée. Nora rougit, et Miss Marple détourna les yeux. Mais elle avait entendu, et elle savait ce que signifiait ce genre d'accusation dans un village. Un jour, ce n'est qu'un mot. Le lendemain, une exclusion, et parfois, une rancune assez forte pour justifier un acte irréversible. Ce fut Madame Weatherby, la mercière, qui glissa à Miss Marple l'information entre 2 pelotes de laine. On parle d'une lettre, Jane, une lettre qui circule, anonyme bien sûr, mais pas dénuée d'audace. Et que dit-elle? Qu'une certaine dame, je ne nomme personne, aurait remporté ses prix au jardin grâce à des arrangements douteux, avec l'un des membres du comité. Miss Marple resta un moment silencieuse, faisant rouler entre ses doigts une pelote de coton ivoire. Et cette lettre est arrivée par la poste? Pas même. Glissée dans les boîtes aux lettres, manuscrite, sans enveloppe, comme un mot glissé sous une porte. Miss Marple inclina légèrement la tête. L'ombre d'un sourire traversa son visage, presque imperceptible. Le poison ne passe pas toujours par la soupe, songea-t-elle. Parfois, il s'infiltre par les mots. Et cette fois, il avait commencé à faire son œuvre. Les après-midi du mercredi avaient leur rituel à Sainte Mildred, l'arrière-boutique de la mercerie de Mrs. Weatherby, qui sentait la lavande séchée et la poussière de coton, s'emplissait doucement de dames en manteau de tweed, panier de laine sous le bras. On y tricotait plus qu'on ne parlait, mais chaque mot, murmuré entre 2 mailles, s'imprégnait de sous-entendus plus épais que les torsades d'échandail. Miss Marple, installée dans son fauteuil habituel près de l'étagère aux fils italiens, avançait sur un carré de couverture destiné à la mission de Noël. Ses doigts agiles manipulaient les aiguilles comme d'autres un instrument de musique, avec précision, mais sans jamais perdre le fil de ce qui se disait. « Avez-vous vu la photo d'Elspeth dans le Chronicle ?» dit Mrs. Featherstone. Elle avait l'air, comment dire, encore plus raide que de son vivant. « La mort fige parfois ce que la vie n'avait fait que tendre, » répondit doucement Miss Marple, sans lever les yeux. Des rires étouffés s'élevèrent. Les cuillères tournaient dans les tasses, les sablés disparaissaient lentement, et l'ambiance restait feutrée, presque irréelle. Mrs. Bantry parlait à voix basse d'une tache mystérieuse sur une robe de chambre, tandis que Nora Simmons se demandait si les graines de potiron pouvaient s'échanger sous la table comme des secrets. Une pelote roula au sol, cueillie au vol par Miss Marple, qui y vit un hasard révélateur. Et dans ce silence rempli de cliquetis et de regards en biais, elle savait déjà que les fils du passé, pourtant prononcés d'un ton anodin, fit naître dans l'air un courant étrange. C'est Madame Bantry qui, en alignant ses mailles, laissa glisser. Vous souvenez-vous de cette histoire de service à thé? Celui que la vieille Miss Whittaker avait promis à Elspeth.
mais qui s'est finalement retrouvé chez sa cousine à Tunbridge Wells. Un silence flottant suivit. Puis Madame Featherstone, toujours prête à raviver les braises anciennes, ajouta « Et la broche en saphir. Elspeth avait dit qu'elle la tenait de son parrain. Mais on murmurait qu'elle n'avait jamais eu de parrain. Ce genre de détails, fit Miss Marple avec douceur, sont comme les clés de tiroirs oubliées. Ils ne réapparaissent qu'à l'heure des partages. » Les dames hochèrent la tête. Toutes se souvenaient, avec plus ou moins de précision, de ces affaires d'héritage à demi révélées, à demi inventées. Sainte Mildred, derrière ses rideaux fleuris, était un village qui n'oubliait rien. Ni les promesses, ni les déceptions. Et surtout pas les injustices subies dans les salons de deuil, entre une part de cake au citron et un regard appuyé vers un secrétaire ancien. Miss Marple remarqua le léger tremblement dans la main de Madame Lyle. Peut-être était-ce le souvenir d'un objet convoité qui lui échappa. Ou d'une dette jamais réglée, une rancune, à Sainte Mildred, pouvait dormir longtemps. Mais elle ne dormait jamais sans rêve. Alors que le thé était resservi dans de fines tasses ébréchées, Mrs. Lyle sortit de son sac un petit pot de confiture enveloppé dans un tissu écossais. « Potiron gingembre », annonça-t-elle avec un sourire un peu trop appuyé. Recette de famille. Un lot de surplus, après les dernières gelées. Elle le déposa au centre de la table. Les dames se servirent avec curiosité. Miss Marple, quant à elle, prit une cuillerée discrète qu'elle laissa fondre sur sa langue. Le goût était sucré d'abord, puis une note plus sourde, presque métallique, s'insinua. Elle fronça imperceptiblement les sourcils. « Délicieuse », dit-elle poliment. « Un goût robuste. » Madame Lyle rougit, visiblement fière, mais baissa les yeux. « J'ai utilisé un reste de citrouille. Celle qui avait une peau tachetée, vous vous souvenez ?» Miss Marple hocha la tête. Elle s'en souvenait fort bien. C'était celle qu'Elspeth avait apportée au concours, avant qu'elle ne disparaisse dans des circonstances peu claires. « Le gingembre masque tout », ajouta Mrs. Lyle, comme pour se rassurer elle-même. Mais ce que Miss Marple sentait dans cette cuillerée n'était pas le gingembre. C'était quelque chose de plus ancien, plus enraciné. Une trace de duplicité. Un détail gustatif que seule une femme ayant traversé des hivers entiers de gelée maison pouvait reconnaître. Et dans ce goût un peu trop familier, elle crut percevoir l'ombre d'un souvenir qui n'était pas le sien. Alors que les aiguilles reprenaient leur rythme régulier, la conversation s'orienta, comme souvent, vers les préférences supposées d'Elspeth pour son neveu. Elle l'aimait, bien sûr, dit Mrs. Featherstone, mais il y avait aussi cette proximité étrange avec le révérend Addington. Vous avez remarqué comme elle assistait à toutes ses lectures bibliques? Et comme elle se faisait belle le dimanche, ajouta Nora, rouge de sa propre audace. Allons, coupa Mrs. Bantry. Elle n'a jamais été coquette. C'est Peter qui est inquiétant, si vous voulez mon avis. Toujours à rôder autour des héritages. Miss Marple continuait de tricoter, mais ses pensées se déplaçaient ailleurs. Elle se souvenait d'un échange entre Elspeth et Peter, entendu lors d'un après-midi d'été, une discussion sur une maison à vendre, sur un notaire trop lent, sur une impatience mal contenue. « On dit qu'il avait des dettes », murmura Madame Weatherby. Un ami de ma sœur l'a croisé à Londres, dans un cercle peu recommandable. Le mot « dette » siffla dans la pièce comme une aiguille cassée. Et chacun se remit à son ouvrage avec plus de raideur. Miss Marple leva les yeux, juste un instant. Elle connaissait ces discussions où chaque phrase est un fil qui semble libre, mais cache un nœud. Et parfois, à force de tirer, on trouve au bout non pas une vérité, mais un mensonge noué avec soin. Au moment de partir, Miss Marple rangea son tricot dans son sac, puis s'attarda quelques secondes dans l'arrière-boutique. Son regard s'arrêta sur un pot vide posé sur l'étagère, à moitié enveloppé d'un tissu identique à celui du cadeau de Mrs. Lyle. Elle s'approcha, comme par distraction, et posa un doigt léger sur le couvercle. « Tiens, » dit-elle à mi-voix. « Voilà un couvercle qui n'a pas été fermé à chaud. On voit encore la trace de condensation sous le bord. » Madame Weatherby, qui passait avec une boîte de boutons, sourit sans comprendre. « Oh, ces pots, on les réutilise tous. Celui-là vient peut-être d'un vieux lot. » Miss Marple ne répondit pas. Elle sortit doucement de la boutique, le vent agitant les feuilles au dehors.
Elle ne savait pas encore où menait ce petit détail. Mais elle savait, par expérience, que ce qu'on oublie bocal comme dans une vie, finit toujours par se répandre. Le docteur Simons n'était pas homme à céder aux élucubrations. Dans ses gestes comme dans ses mots, il avait ce pragmatisme solide des hommes de province qui avaient vu bien des corps céder à l'âge, à l'ennui ou au mauvais temps. Mais ce matin-là, en s'asseyant dans le salon de Miss Marple, il eut un mouvement d'hésitation. « Ce n'est pas une crise cardiaque, Jane. J'ai revu les observations. Pas de spasme caractéristique, pas de congestion. Le teint, étrange. La langue, légèrement bleutée. » Miss Marple hocha la tête en versant le thé. « Vous pensez donc à un poison ?»« À une toxine végétale, pour être exact. Quelque chose de lent, insidieux, issu d'une plante de nos jardins. Et la seule explication logique, c'est qu'elle ait été ingérée. Dans la soupe, peut-être. » Il laissa sa phrase en suspens. Le feu crépitait doucement. Les aiguilles de Miss Marple étaient restées immobiles sur son ouvrage. « Avez-vous une idée de la plante en question ?» demanda-t-elle. « L'aconite, le ricin, la digitale, ou peut-être l'élébore. Très courant ici, surtout chez ceux qui aiment les vieux jardins. » Il se redressa. « Je vais demander une autopsie. Discrètement. Officiellement, nous dirons que c'est par précaution, mais je n'aime pas ce que je sens. » Miss Marple déposa sa tasse. Le silence s'épaissit une seconde. « Vous avez raison, » murmura-t-elle. « Et si ce n'est pas dans les médicaments qu'il faut chercher, c'est peut-être dans la marmite. » Elle fixa les flammes du foyer, comme si une vérité s'y dissimulait encore, entre la braise et l'ombre. Le dimanche suivant, l'église de Sainte Mildred était remplie d'un calme pesant. La mort d'Elspeth Crane avait laissé une trace silencieuse sur les visages. Non de tristesse véritable, mais d'une curiosité mêlée d'inconfort. On ne parlait plus de l'indigestion comme d'un fait acquis. Le révérend Addington, homme courtois et pondéré, commença son sermon sur l'épître aux Galates, comme à l'accoutumée. Sa voix résonnait entre les piliers de pierre, douce et bien timbrée. Mais à la 10e minute, il s'interrompit. Une pause d'abord légère, comme celle de quelqu'un qui cherche ses notes, puis plus longue, troublée. Il avait blêmi légèrement, ses mains tremblaient. Il reprit la parole d'une voix voilée. Mais le fil était perdu. « Car chacun récolte ce qu'il sème, » dit-il finalement. Et parfois, la semence est plus amère que le fruit qu'elle prétend porter. Un silence s'installa. Certains hochèrent la tête, d'autres regardèrent leurs chaussures. Miss Marple, elle, ne bougea pas. Elle avait noté le regard furtif du révérend vers les bancs du fond, puis son long soupir après l'office. Dans la nef, elle le salua doucement. « Un très beau sermon, » dit-elle. « Trop chargé de réalité, » répondit-il. Il hésita, puis comme s'il n'arrivait plus à le contenir. « Quelqu'un m'a parlé, Jane, peu avant la mort. Une confession, mais sans nom. » Il s'interrompit, la gorge nouée, et Miss Marple sut alors que dans cette église paisible, une vérité plus lourde qu'un péché venait d'être effleurée. 2 jours plus tard, Miss Marple rendit au docteur Simons un foulard oublié. Il la reçut dans son cabinet encombré, où l'odeur d'eucalyptus se mêlait à celle du papier jauni. Tandis qu'il cherchait le fameux foulard, il s'absenta une minute dans la pièce voisine. Sur le bureau, un carnet était resté ouvert. Le vieux registre médical du village que Miss Marple connaissait bien. Elle ne lut pas, bien sûr. Elle regarda simplement. Et ce qu'elle vit, en quelques secondes, fut suffisant pour éveiller sa mémoire. La page consacrée à Elspeth Crane montrait une série d'entrées classiques. Tension, rhumatisme, légère anémie. Mais dans la marge, une note plus ancienne attira son regard. Intolérance probable aux cucurbitacées amères. Symptômes, vomissements, faiblesse, sueur. À éviter strictement. Elle n'en dit rien lorsque le docteur revint. Mais sur le chemin du retour, elle repassait la scène du déjeuner. Elspeth avait vidé son bol sans mot dire. Et si elle n'avait pas reconnu ce goût amer? C'était peut-être parce qu'il n'était pas celui de ses souvenirs, ou bien parce qu'il avait été masqué. Miss Marple réfléchit à voix basse. Une femme prudente ne mange pas ce qu'elle redoute, à moins qu'on lui fasse croire qu'elle n'a rien à redouter. Et si quelqu'un connaissait cette intolérance,
quelqu'un de proche, assez pour lire entre les lignes d'un carnet, ou pour l'avoir entendu un jour dans un salon, en versant le thé. Le mercredi suivant, profitant d'un rayon de soleil fragile, Miss Marple passa par le presbytère pour déposer quelques tranches de cake à la carotte. Le révérend Addington, encore troublé, la reçut avec gratitude, mais ne s'attarda pas. Elle en profita pour flâner un instant dans le jardin. Les parterres avaient gardé une certaine ordonnance, mais dans l'angle ombragé près du vieux puits, quelque chose attira son attention. Une touffe d'hellebore noire, aux feuilles vernissées, poussait là où auparavant il n'y avait que tiges de certaines plantes avaient été coupées nettes, comme si l'on en avait prélevé des morceaux. Miss Marple se redressa lentement. Elle avait vu des hellebores dans bien des jardins, mais rarement dans cet état-là. Et surtout, rarement poussées si près d'une source d'eau. Elle revint vers le sentier, le cœur lourd, car elle connaissait les effets de cette plante. Lente nausée, faiblesse, désorientation, très similaires à ceux décrits par le docteur Simons, et dans un potage. Bien dissimulée, elle se remémora les gestes de Mrs. Lyle, le jour du repas. La louche perdue, le torchon, le retour précipité, puis la confiture, et ce goût amer si précisément masqué. Ce jardin était peut-être celui de Dieu, mais même dans les jardins sacrés, certains se permettent de planter les graines du mensonge. Lorsque le rapport d'autopsie parvint au docteur Simons, il le lut 2 fois avant d'en faire part à Miss Marple. La cause du décès, intoxication digestive par cucurbitacine concentrée. Un composé toxique présent dans certaines courges mutées ou hybrides mal contrôlées. Ce n'était pas une variété commune, précisa-t-il, ni cultivée ici. Miss Marple acquiesça. Elle avait vu les graines de Mrs. Bantry, celles si précieusement conservées, et celles qu'on disait disparues. Si l'on avait remplacé une citrouille, n'était-ce pas justement pour introduire une courge dangereuse en toute innocence? Elle referma lentement le carnet de notes qu'elle tenait sur ses genoux. Une graine étrange, dans une soupe familière. Voilà un crime bien cousu, et pourtant, le fil dépasse encore, car si la graine n'était pas d'ici, celui qui l'avait plantée, lui, connaissait parfaitement le terrain. Et dans ce terrain, Miss Marple sentait qu'une dernière vérité attendait encore d'être déterrée. Un matin pâle d'octobre, Miss Marple décida de se rendre au presbytère, un petit panier à la main, contenant quelques bulbes de crocus et un pot de gelée de coix maison. Elle expliqua au révérend, occupé à préparer son homélie du dimanche, qu'elle souhaitait parler brièvement à M. Tonks au sujet de ses capucines, qui avaient, cette année, mystérieusement cessé de grimper. Le mieux, dit-il, c'est d'aller le trouver directement à la serre. Il y est dès l'aube. La serre de M. Tonks, un bâtiment bas en verre mat, se trouvait à l'arrière du presbytère, flanqué d'un vieux robinet qui goûtait sans fin. Miss Marple y entra avec la réserve d'usage, saluant le jardinier d'un ton doux. « Je ne vous dérange pas trop ?» demanda-t-elle. M. Tonks, homme à la carrure noueuse comme un chêne, leva un regard surpris mais ne sembla pas mécontent. Il lui expliqua les principes de la taille douce, la nécessité de surveiller le pH du sol et l'importance de l'orientation pour les plantes frileuses. Mais au fil de la conversation, Miss Marple, tout en l'écoutant avec intérêt, laissa son regard glisser sur les tables, les pots, les sachets. Quelque chose ne cadrait pas. Il y avait dans cette serre une rigueur apparente, mais aussi un certain désordre dissimulé. Elle nota une boîte en fer rouillée, des étiquettes aux écritures effacées, et cette humidité trop constante qui conservait les secrets mieux que la poussière. Et dans ce cocon de verre et de chlorophylle, elle sut qu'il n'était pas seulement question de capucine. Tandis que M. Tonks se penchait sur un pot de géranium, en expliquant la différence entre les tiges creuses et fibreuses, Miss Marple observa la rangée de semis installés près du mur sud. Chaque pot était marqué d'une étiquette en bois, parfois un peu gondolée par l'humidité. L'une indiquait « concombre anglais », une autre « chou-fleur violet », et plus loin « courge musquée ». Mais les feuilles, elles, ne correspondaient pas. Elle se pencha, sans rien dire, sur un plant censé être un basilic citronné, et reconnut à la forme des feuilles une toute autre variété. Une cucurbitacée,
probablement une courge à peau dure. Elle fit mine d'en effleurer une. « Vous avez une collection impressionnante, » dit-elle, les yeux doux. Tonks émit un petit rire bourru. « Je mélange un peu parfois. Les vieilles étiquettes traînent. Vous savez ce que c'est? »« Oh oui, » répondit Miss Marple. « Les choses traînent, se déplacent, se réutilisent. Mais elles gardent souvent la mémoire d'où elles viennent. » Il se raidit légèrement puis haussa les épaules. « Le jardin, c'est comme la vie. Un peu de désordre fait du bien à la terre. » Elle hocha la tête, mais au fond d'elle-même, une idée prenait racine. Dans cet espace censé célébrer l'ordre du vivant, elle percevait une tension. Et sous les feuilles lustrées, quelque chose d'autre avait été cultivé. Quelque chose que seule une erreur volontaire pouvait masquer. Ils passèrent ensuite près d'une étagère basse, encombrée de pots vides, de ficelles et de sachets de graines plus ou moins récents. L'un d'eux attira l'œil de Miss Marple. Il était jauni, partiellement ouvert, et portait une étiquette manuscrite dont certaines lettres semblaient avoir été effacées. Elle distingua, étranger peut-être, une variété peu commune. « Et celui-ci » demanda-t-elle avec un naturel parfait. « Ce n'est pas une marque locale. » Monsieur Tonks sursauta, à peine perceptiblement. « Oh, ça, vieille chose. Je ne sais plus d'où il vient. On m'en a peut-être parlé au club horticole. Ou alors c'était un don. »« Étrange nom » fit Miss Marple, en rapprochant doucement le sachet de la lumière. « Certainement une variété hybride, » bredouilla-t-il. « De toute façon, je ne les ai pas utilisés. » Il lui arracha presque le sachet des mains pour le remettre dans la boîte. Miss Marple sourit poliment, mais son esprit était déjà ailleurs. Dans ce nom effacé, elle avait lu non pas l'oubli, mais l'intention. Effacer un mot, c'est aussi tenter d'effacer ce qu'il désigne. Mais rien ne disparaît jamais tout à fait dans un jardin. Et parfois, ce sont les noms oubliés qui font pousser les plus amères vérités. Sur une étagère haute, Miss Marple aperçut un carnet relié de toile, jauni et taché d'engrais séché. Monsieur Tonks l'ouvrit pour lui montrer le calendrier de semis, dans un élan de bonne volonté apparente. « Tenez, » dit-il, « vous verrez, je note tout. » Elle feuilleta quelques pages avec lenteur. Les lignes étaient remplies d'une écriture appliquée, mais lissée par les années. Pourtant, certaines entrées sautaient aux yeux. Des dates inversées, des noms de variétés rayés puis remplacés, et, en marge, des signes d'interversion. « Vous avez semé des cucurbitacées en janvier ?» demanda-t-elle doucement. Il se racla la gorge. « Une erreur de plume. Je recopie parfois à la va-vite. » Mais Miss Marple savait que les jardiniers ne font jamais d'erreur sur leurs semis, surtout pas ceux qui tiennent des carnets. Elle posa le livret sur la table, le doigt sur une page précise. « Et celle-ci ? Courge zébrée d'Asie mineure. C'est rare dans nos contrées. Ah, une expérience. Elle n'a rien donné. » Il évita son regard. Mais elle savait maintenant que ce jardin n'était pas seulement un lieu de culture. C'était une scène de théâtre. Et l'un des actes s'était joué entre ces pages. Le lendemain matin, Miss Marple compara, en toute discrétion, quelques graines trouvées au marché avec un échantillon subtilisé dans le sachet gratté. Elles n'étaient pas identiques. Celle de M. Tonks était plus petite, nervurée différemment, et portait une teinte brunâtre inhabituelle. « Pas d'ici, » murmura-t-elle. Elle en montra une à Madame Bantry qui secoua la tête. « Jamais vu ça, pas même chez les Hollandais. » Miss Marple rangea la graine dans une petite boîte en fer et pensa, si la graine vient d'ailleurs, c'est qu'elle a été apportée. Et celui qui l'a apportée savait ce qu'il semait. Un jeudi matin où la pluie dessinait des arabesques patientes sur les vitres du cottage, Miss Marple décida qu'un peu de sociabilité lui ferait le plus grand bien. Elle plaça dans un panier un gâteau au gingembre, moelleux à cœur, légèrement citronné, une recette qu'elle tenait d'une vieille cousine du Devon, et se rendit chez la veuve Lyle, prétextant un échange au sujet des prochaines confitures du club de tricot. « Comme c'est gentil, Jane !» s'écria Mrs. Lyle en entr'ouvrant la porte, encore en robe de chambre à poil à vende. « Entrez, entrez. Je ne suis pas encore très présentable, je le crains. » La veuve Lyle, toujours un peu voûtée depuis la mort de son mari, conservait l'élégance pâle de ces femmes qu'on disait autrefois distinguées malgré leur silence.
Je n'ai pas osé sortir ce matin, continua-t-elle. Ce temps, vous comprenez, me fige les os. Elles s'installèrent dans le petit salon, qui sentait un peu la lavande fanée et les vieux journaux. Sur la table, un apron brodé évoquait les heures passées à occuper les doigts plus que l'esprit. « Je me demande si nous devrions changer la recette d'abricots », ajouta Miss Marple. « Peut-être, » dit Madame Lyle, songeuse. « J'aimais bien l'ancienne. Elle se pète aussi, d'ailleurs. » Un silence s'installa, fait d'ombres et de souvenirs. Et dans ce silence, Miss Marple sut qu'il y avait là plus que des confitures à examiner. « Je vais nous faire une petite tisane, » dit Mrs. Lyle en se levant lentement. « Camomille et menthe, ça vous ira ?» Miss Marple acquiesça d'un sourire. « Comme autrefois, quand nous préparions les concours floraux de Saint Mary Mead. »« Ah, le jour du concours, » murmura Mrs. Lyle, tout en préparant l'eau chaude. « J'étais encore en robe de chambre à 10 heures. Je me souviens. J'avais allumé la radio pour écouter les informations. Il était 9 heures passées. Je n'avais pas encore fait le lit. » Miss Marple nota cela. L'horaire, la robe de chambre, la radio. Et puis il a fallu que je me presse. La soupe mijotait déjà. Je fais toujours un potage le jeudi. C'est sacré. Elle revint avec les 2 tasses fumantes. Je portais cette robe-là d'ailleurs, fit-elle en riant. Elle me tient chaud. Même si elle est un peu tachée, je n'arrive pas à m'en séparer. Miss Marple prit une gorgée. Dessinait des détails. Une habitude inchangée, un horaire précis, une tenue inhabituelle pour recevoir. Et surtout, cette manière de se justifier avant même qu'on ait posé une question. Comme si la conscience cherchait à gommer une tâche qu'elle seule voyait encore. Tandis que Madame Lyle s'éclipsait un instant à la cuisine, Miss Marple laissa doucement son regard dériver dans la pièce. Sur la commode, entre un poudrier ancien et un flacon vide de lavande, reposait une montre de dame. En or pâli, bracelet souple, cadran fêlé. Mais surtout, les aiguilles figées indiquaient 9h10. Miss Marple se leva discrètement pour l'observer de plus près. La trotteuse était immobile. Un silence figé, comme si le temps s'était arrêté à cette heure précise. Elle se rassit lorsque Madame Lyle revint avec quelques biscuits secs. « Vous m'avez dit, » reprit Miss Marple d'un ton léger, « que vous prépariez la soupe à 10 heures, c'est bien cela ? » ?»« Oh, bien avant 10 heures même. Je crois que je l'ai mise sur le feu vers 9h20, » dit-elle en s'éventant doucement. « Le jeudi, je m'y prends tôt toujours. » Miss Marple hocha lentement la tête. L'aiguille de la montre, elle, n'avait jamais dépassé 9h10. Un détail, rien qu'un détail. Mais elle savait que dans les maisons anciennes comme dans les cœurs endormis, ce sont les détails qui révèlent les fissures. Et parfois, une montre arrêtée dit plus que 1000 aveux. Alors que Mrs. Lyle resservait un peu de tisane, elle s'essuya machinalement les mains sur sa robe de chambre, révélant involontairement une tache brunâtre près du poignet gauche. Une trace ancienne, sèche mais encore visible. « Oh » fit-elle avec un petit rire gêné, « je suis si maladroite. Cette tache ne part plus, même à l'eau bouillante. » Miss Marple pencha légèrement la tête. « Une éclaboussure de potage, peut-être ?»« Oui, sans doute. Un accident banal, je suppose. » Mais Miss Marple savait. Elle avait longtemps observé les soupes et leurs humeurs. Une éclaboussure laisse une empreinte très particulière. Les cercles concentriques, l'épaisseur au bord, la couleur changeante selon le légume. Celle-ci, brune, irrégulière, ne datait pas du matin même, ni même de la veille. Elle était antérieure. Et cela, combiné à la montre, à la robe de chambre et au potage du jeudi, dessinait une scène dont Mrs. Lyle croyait avoir effacé les contours. Mais un crime, comme une vieille tache sur un tissu trop usé, finit toujours par réapparaître. De retour chez elle, Miss Marple posa son châle, versa de l'eau chaude sur quelques feuilles de thé noir et s'installa dans son fauteuil favori. Elle tendit la main vers le combiné, fit tourner doucement le cadran et attendit que la voix légèrement agacée de l'inspecteur Slack réponde. « Inspecteur, ici Jane Marple. »« Que puis-je pour vous, Miss Marple ?» demanda-t-il, déjà sur la défensive.
Je crois que vous devriez revenir interroger Madame Lyle. Oui, à propos du jeudi matin. Il y a des incohérences. Encore des horloges arrêtées et des recettes de soupe. Justement, répondit-elle calmement. La robe de chambre, la montre figée à 9h10, la tâche de potage. Tout cela raconte une histoire que Mrs. Lyle tente d'oublier. Un silence suivit. Et quelle histoire, selon vous? Miss Marple fixa l'horloge au mur. Elle avançait d'1 minute. Toujours. Celle d'un crime commis sans préméditation. Mais avec une louche à soupe. Le salon du presbytère sentait le bois ciré, les rideaux fraîchement battus, et la légère amertume du thé noir qu'on venait de servir dans la porcelaine à motif de muguet. Le temps dehors hésitait entre bruine et éclaircie, ce genre de ciel anglais qui semble retenir son souffle, comme les chœurs des villageois rassemblés ici. Autour de la table basse, chacun avait pris place avec la prudence feinte des joueurs de whist. Madame Lyle, en tailleur gris souris, gardait les mains croisées sur ses genoux. Monsieur Tonks, le jardinier au regard flou, triturait sans y penser le bord de sa soucoupe. L'inspecteur Slack, debout près de la fenêtre, tapotait nerveusement son carnet fermé. Et au centre, dans son fauteuil bas, Miss Marple demeurait silencieuse, droite comme une tapisserie ancienne, les mains posées sur une feuille pliée en 4. Ce n'était ni la première fois qu'un thé au presbytère précédait une révélation, ni la dernière. Mais aujourd'hui, l'air semblait plus dense, comme si les roses elles-mêmes, dans le vase du guéridon, retenaient leur parfum. Une horloge carillonna 4 heures. Personne ne bougea. « Puis-je » demanda enfin Miss Marple d'une voix douce. Et dans ce silence chargé comme la pluie suspendue aux gouttières, elle déplia lentement la feuille. Ce que les autres voyaient comme une simple esquisse allait, en quelques minutes, fissurer les certitudes les mieux entretenues du village. Le papier, jauni par l'âge et un peu gondolé d'humidité, à 8h45, Mrs. Lyle prépare son fameux potage de pois cassés. Comme chaque jeudi. À 9h10, une louche de soupe éclabousse la manche de sa robe de chambre, une tache visible encore aujourd'hui. Miss Marple indiqua une flèche. La montre sur la commode s'est arrêtée à cette heure-là. Or, selon ses dires, elle l'aurait portée plus tard. Étrange, n'est-ce pas? Elle poursuivit, chaque détail tombant avec la légèreté d'une goutte dans un bassin paisible mais profond. À 9h20, Mrs. Lyle quitte la cuisine, passe le potage au jardinier, M. Tonks, sous prétexte de le porter à Miss Elspeth, convalescente. Il obéit sans méfiance. Un petit cercle était dessiné à côté du banc de la serre. Mais Elspeth n'a jamais bu cette soupe. Elle était déjà inconsciente. Le jardinier n'a jamais songé qu'on l'avait utilisée. Miss Marple redressa à peine la tête. Vous voyez, le plan n'est pas qu'un dessin, c'est une horloge. Une vérité ordonnée. Le silence était total. Ce n'est pas dans le jardin qu'il faut chercher la vérité, mais dans les habitudes que l'on croit inoffensives. Elle s'interrompit, laissant au présent le soin d'assembler les morceaux. Mais déjà, le nom d'un coupable flottait entre les murs, discret, mais inexorable. Maintenant, dit Miss Marple en tournant la page, venons-en aux graines. Un souffle traversa la pièce, imperceptible. Seuls les jardiniers, professionnels ou amateurs, comprirent qu'un secret bien enfoui s'apprêtait à germer. Dans la serre de M. Tonks, j'ai remarqué un sachet au nom effacé et des semis mal étiquetés. De petites anomalies, diront certains. Elle sourit, presque affectueusement. Mais quand on a passé des années à différencier les pois de senteur des vesses sauvages, on ne se laisse pas si facilement tromper. Elle sortit un petit carnet. Voici la variété Blue Imperial, une graine importée, qui ne pousse nulle part dans notre région. Sauf dans la plate-bande d'Elspeth. Monsieur Tonks ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ce n'est pas lui qui les a semés. Il a simplement suivi les instructions laissées sur un feuillet glissé dans son cahier de semis. Une main étrangère, mais familière. Miss Marple posa les yeux sur Mrs. Lyle. Quelqu'un voulait que certaines pousses apparaissent à un moment précis. Pour dissimuler l'origine du potage. Pour créer un alibi fondé sur un faux cycle de croissance. Elle leva à nouveau la feuille. Une graine peut faire fleurir un mensonge.
Mais au premier rayon de vérité, tout flétrit. Le regard de Madame Lyle vacilla. Pas de colère, seulement un épuisement ancien. Mais l'ultime révélation restait à venir. Le mobile, poursuivit Miss Marple, est toujours la clé la plus difficile à faire apparaître, surtout lorsqu'il repose non sur l'argent, mais sur la mémoire. Elle replia le carnet des graines avec délicatesse. Il y a bien des années, Elspeth Hollingford hérita d'une somme considérable à la suite d'un litige familial. Un procès obscur, impliquant la faillite de la branche Lyle. Le nom fut éclipsé. Les journaux se turent. Elle croisa les mains sur ses genoux. Mais les cœurs, eux, n'oublient jamais. L'inspecteur prit une inspiration, mais n'interrompit pas. Madame Lyle a toujours su qu'Elspeth ne se doutait de rien. Elle l'aimait, à sa façon. Mais quelqu'un d'autre, plus jeune, plus proche, avait soif de justice. Elle se tourna vers l'unique personne encore droite, immobile, à l'écart. Édouard, le neveu. Vous avez grandi avec l'histoire. L'humiliation de votre père, le déclin de votre famille, les soupirs amers derrière les tasses de thé. Édouard pâlit. Ce n'était pas prémédité, murmura-t-il. Juste un avertissement. Je voulais lui faire peur. Miss Marple hocha la tête tristement. Les poids de senteur ne tuent pas. Mais une soupe mal dosée, versée trop tôt, si. Et vous saviez qu'Elspeth avait cessé ses traitements. Un sanglot étranglé résonna. Je ne pensais pas qu'elle... Mais le reste se perdit dans le froissement discret d'un mouchoir. Miss Marple baissa les yeux. Les vieilles querelles, Edward, sont comme les mauvaises herbes. Elles ressurgissent toujours, même dans les jardins les mieux entretenus. Le silence, après ces mots, n'était pas celui d'un tribunal. C'était un silence de porcelaine rangée, de feu éteint, de robes suspendues. Miss Marple replia lentement son plan et le glissa dans son sac. Elle posa la tasse vide sur la soucoupe avec une précision presque affectueuse. « Il n'y a pas toujours besoin de barreaux, » dit-elle à voix basse. « Certains vivent toute leur vie dans la cellule de leurs regrets. » Edward avait quitté la pièce, escorté doucement par l'inspecteur. Mrs. Lyle ne pleurait pas. Elle fixait simplement un point au mur, là où jadis pendait une photo de famille. Miss Marple se leva, lissa son châle et adressa un sourire discret à M. Tonks, qui n'avait toujours pas desserré les lèvres. Au dehors, la pluie avait cessé. Savait que sous chaque pétale dort parfois une vérité. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la réunion au presbytère, et déjà le village semblait vouloir reprendre son souffle, comme si rien ne s'était jamais passé. Pourtant, dans le jardin derrière la maison d'Elspeth Hollingford, le temps ne s'était pas remis à courir. Tout y demeurait figé dans une attente sourde. Miss Marple avançait lentement sur les dalles humides, son ombrelle refermée tenue comme une canne, le regard baissé vers les sillons irréguliers du potager. Là, autrefois bien ordonné, s'étendait un enchevêtrement de tiges brunes, de feuilles pourries, de citrouilles fendillées, dont la peau exhalait une odeur douceâtre de déclin. Les pois de senteur, autrefois si fiers, pendaient mollement contre les tuteurs de bois. Les rames de haricots avaient perdu leur droiture, comme si elles s'étaient affaissées sous le poids d'un secret. Les plates-bandes n'avaient pas été retournées. Aucun outil ne traînait. Rien n'avait été semé, ni arraché. C'était comme si la main du jardinier n'y avait plus sa place. Miss Marple se pencha vers une touffe de bourrache flétrie. Ses doigts effleurèrent la terre craquelée, encore grumeleuse des derniers soins. Elle soupira. Il est curieux comme un jardin peut se souvenir, pensa-t-elle. Là où les humains oublient, la terre, elle, garde trace de tout. Des pas, des gestes, des intentions. Et parfois, des fautes. Mais le silence du potager n'était pas vide. Il bruissait doucement, comme s'il murmurait encore les derniers mots que la victime n'avait jamais prononcés. Ce fut au détour d'un thé chez Mrs. Bantry, dans ce salon toujours trop fleuri, un peu trop parfumé à la lavande, que la conversation revint, malgré tout, sur les graines. « Oh, Jane, dit-elle en versant une goutte de lait dans sa tasse, je n'ai pas pu les garder. Ces sachets, ces noms étranges, ils me donnaient froid dans le dos. Je les ai brûlés, tous. » Miss Marple hocha lentement la tête, sans répondre immédiatement. « Brûler des graines.
dit-elle enfin. C'est curieux, n'est-ce pas? On les détruit pour qu'elles ne germent pas, mais on oublie qu'elles ont déjà été plantées, ailleurs, dans d'autres terres, parfois dans les mémoires. Madame Bantry, d'un geste nerveux, rajusta son bracelet. C'est drôle, poursuivit-elle. J'ai senti un soulagement. Et en même temps, un certain vide. Comme si j'avais voulu effacer quelque chose qui, au fond, faisait partie de notre histoire. Miss Marple la regarda doucement. Ce n'est pas les graines elles-mêmes qu'on craint, chère Dolly. C'est ce qu'elles ont permis, ou révélé. La pluie crépitait doucement contre les vitres. Et derrière les rideaux à fleurs, le feu crépitait encore dans la cheminée, comme si certaines vérités refusaient de s'éteindre complètement. Ce soir-là, Miss Marple se tenait seule dans sa véranda, enveloppée de silence et de thé noir bien chaud. Elle avait renoncé au tricot, aux lectures. Seul un filet de lumière passait entre les rideaux de lin, caressant le tapis tissé à la main. Elle portait à ses lèvres sa tasse préférée, celle ornée de myosotis délavée. Le parfum du thé remontait doucement, mêlé à celui de la menthe fraîche posée dans une soucoupe. Sur la table, à côté, un numéro jauni du Ladies' Companion reposait, encore fermé. Tout semblait paisible. Et pourtant, elle repensait à Elspeth. À ses manières calmes, à cette voix douce mais souvent lasse. Avait-elle senti venir le drame? Avait-elle deviné la haine tapie derrière les gestes les plus anodins? Une cuillère posée trop vite, une porte refermée sans bruit. Tant de petits signes qu'on n'entend que lorsqu'il est trop tard. Miss Marple reposa sa tasse. Une mouche volait paresseusement entre deux pots de géranium. La pendule de la cuisine sonna 7 heures. Dans ce moment suspendu, elle eut une pensée étrange. Et si le crime n'avait pas commencé avec la soupe, mais bien plus tôt? Dans une conversation, une omission, un regard trop long vers la terre fraîchement retournée. Oui, parfois, les rancunes les plus tenaces s'arrosent lentement, une saison après l'autre. Le lendemain, Miss Marple, fidèle à son habitude, arrosait les pots de thym et de marjolaine sur sa fenêtre. Un merle sautillait dans l'allée, picorant avec insistance entre les feuilles mortes. Elle s'arrêta un instant, le regard absorbé par la danse obstinée de l'oiseau. Il lui sembla alors que ce merle, avec sa patience discrète, incarnait quelque chose d'essentiel. Cette manière qu'a la vérité de surgir, même dans les lieux les plus banals. Car les crimes, songea-t-elle, ne naissent pas toujours d'un grand éclat. Ils prennent racine dans le silence, dans ces gestes mécaniques que l'on répète, jour après jour, sans y prêter attention. Préparer le thé, fermer un loquet. Lorsque le mal émerge enfin, il est déjà trop tard. Il a fleuri, sans bruit, dans l'ombre des habitudes. Le merle s'envola soudain, effleurant les rideaux de la cuisine. Miss Marple reprit son arrosoir. Au loin, l'horloge du presbytère sonna l'heure, et dans le jardin, les roses semblaient écouter, elles aussi. Car même les fleurs, parfois, savent ce que les hommes préfèrent taire. Ainsi s'achève cette enquête feutrée, où une simple graine a révélé l'amertume d'un cœur ancien. Tandis que les roses du presbytère referment leurs pétales sur le silence retrouvé, Miss Marple, elle, sait que le mal se cache souvent dans les gestes les plus ordinaires. Et vous, pensez-vous que l'on peut vraiment enterrer le passé sans qu'un jour quelque chose ne refleurisse? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like, à partager l'enquête avec un esprit curieux, ou à vous abonner pour d'autres mystères.